Qui a déposé des cercueils à la Tour Eiffel. On va le mettre et après on va aller sur ex Twitter. Dite des cercueils après l'affaire des mains. Reparlons maintenant de l'affaire dite des cercueils après l'affaire des mains rouges, après l'affaire des étoiles de David. 5 cercueils découverts au pied de la Tour Eiffel, remplis de plâtre, avec un drapeau français et la mention soldats français pour l'Ukraine, mort pour l'Ukraine. 3 hommes ont été interpellés dans la journée. C'est Vincent Mantingham qui va nous faire le point sur l'enquête, puisqu'ils ont été présentés à un juge cet après-midi. Quels sont leurs profils, Vincent ? Oui, vous l'avez dit, ces 3 hommes ont été interpellés samedi à la journée de la commission des faits. Ils ont passé quelques heures en garde à vue et hier, ils ont été déférés au tribunal judiciaire de Paris où je me trouve. Et depuis cet après-midi, ils passent à tour de rôle devant un juge d'instruction qui va les mettre en examen pour violence avec préméditation. Violence avec préméditation, c'est la qualification pénale qui a été retenue par le parquet de Paris, prenant finalement en compte le choc psychologique que le dépôt de ces 5 cercueils devant la Tour Eiffel pourrait engendrer sur la population française. Alors de ces 3 hommes, ce que l'on peut dire ce soir, c'est qu'il y a 2 majeurs et un mineur, un jeune homme âgé de 16 ans. Ils sont originaires de 3 pays différents parce que dans le lot, on a un ressortissant bulgare, celui qui conduisait la camionnette avec les cercueils à l'intérieur avant de les déposer devant la Tour Eiffel, et ces 2 complices présumés qui sont de nationalité ukrainienne pour l'un et allemand pour l'autre. On l'a dit, ils sont seulement devant le bureau du juge d'instruction, donc on est encore dans l'attente de savoir ce qu'ils vont dire aux magistrats, mais lors de leur garde à vue, ils ont tous les 3 indiqué qu'ils s'étaient rencontrés la veille des faits et qu'ils avaient accepté cette mission pour un but uniquement financier, c'est-à-dire que le chauffeur bulgare a indiqué qu'il avait touché 120 € pour cette mission et ces 2 complices présumés, eux, 400 €, mais en garde à vue, ils n'ont pas livré davantage d'informations sur le commanditaire ou la personne qui a pu leur demander de commettre ce tel acte samedi matin. Pourtant, Vincent, on est bel et bien sur l'hypothèse d'une ingérence russe. Oui, complètement, et ceci pour 2 raisons. En fait, la première raison, c'est que cette affaire des cercueils, elle rappelle les déclarations de Piotr Tolstoï. Vous vous en souvenez peut-être, Piotr Tolstoï, c'est l'un des vice-présidents de la Douma, l'Assemblée de Russie. Et lorsqu'Emmanuel Macron avait mis sur la table l'envoi possible de militaires français en Ukraine, Piotr Tolstoï avait répondu « S'il envoie ça, nous, on va renvoyer des cercueils à Orly ». Donc effectivement, ça fait écho à cette déclaration. Et puis pourquoi l'hypothèse de l'ingérence russe est privilégié par les enquêteurs? Parce que les enquêteurs français ont d'ores et déjà établi un lien entre cette affaire des cercueils et l'affaire précédente des mains rouges qui avait été taguée au mémorial de la Shoah, parce qu'il y a un homme qui revient dans les 2 dossiers. Un homme qui a été contrôlé samedi matin, peu avant les faits, devant la Tour Eiffel. Alors c'était un simple contrôle et les enquêteurs l'ont laissé repartir ensuite, mais visiblement cet homme était aussi impliqué dans l'affaire des mains rouges et aujourd'hui il est activement recherché par les policiers de France. Vincent Mantingham, voilà, au tribunal judiciaire de Paris. Vincent faisait allusion au vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Voici ce qu'il déclarait il y a quelque temps justement à Mathias Tesson. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. Donc c'était des cercueils sont pas arrivés à Orly, mais au pied de la Tour Eiffel. Paul Gogo, est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit de Russes qui ont commandité le dépôt de ces cercueils au pied de la Tour Eiffel? Est-ce qu'on le saura vraiment un jour? C'est ça, c'est toute la difficulté. Alors, sachant que dans les affaires précédentes, on était quand même assez facilement remonté à des personnes qui étaient au moins favorables au Kremlin, qui avaient clairement des liens avec la Russie. Mais ce qu'on remarque, c'est que la Russie, elle a plein de techniques pour faire ce genre d'opération. Elle a des espions sur le sol français. Ces espions, ils pourraient être capables même de faire ce genre d'opération. Mais on a décidé de passer par des intermédiaires et des pays intermédiaires aussi. Donc, pour 120 €, on peut trouver un Bulgare ou 2 oui, mais qui font c'est ça, pareil ce pour travail. les étoiles bleues de David il y a quelques mois où ils avaient accepté ce travail-là pour une modique somme d'argent. Oui, et ça me rappelle quelque chose, une technique qui est très utilisée par les Ukrainiens depuis le début de la guerre, c'est d'appeler des Russes au hasard et de leur proposer de l'argent pour voilà, faire des petits sabotages ou des actions, aller lancer des cocktails Molotov sur des commissariats militaires. Et ça fonctionne. On a parfois des vagues en Russie de personnes âgées qui sont attrapées par la police en train de lancer des cocktails Molotov. Et des fois, il n'y a même pas d'argent en jeu.
Là, on peut faire un lien avec l'affaire des mains rouges du mémorial de la Shoah ou pas, Pauline Ravenard? Oui, on peut le faire. C'est un homme bulgare de 34 ans qui peut permettre de faire le lien entre ces deux affaires parce qu'il a été contrôlé fortuitement par la police juste avant le dépôt des cercueils au pied de la Tour Eiffel. Et à ce moment-là, le rapprochement ne pouvait pas être fait avec l'affaire des mains rouges. Et donc l'homme n'a pas été inquiété, il est reparti. Et en ce moment, à l'heure où je vous parle, il est toujours en fuite et il n'a toujours pas été interpellé. Mais ce qui est intéressant, c'est que par cet homme bulgare de 34 ans, le lien est établi entre les deux affaires. Ce qui va être difficile à caractériser judiciairement, c'est cette fameuse ingérence. C'est très difficile d'accrocher judiciairement. L'idée, Patrick Sceaux, c'est de déstabiliser la société française. Alors, avec les mains rouges, j'ai envie de dire que ça avait plutôt fonctionné, parce que je crois que le président lui-même avait réagi. Hein. Il y avait eu des débats, des polémiques. Là, les cercueils au pied de la Tour Eiffel, ça fait quand même un peu opération de pied nickelé, pardon, mais ça va déstabiliser qui, en fait? Avec du Oui, mais plâtre non. dedans. Non, justement, ça dépend du thème. Typiquement, oui, les mains rouges, les étoiles de David, c'est la déstabilisation, parce que le temps que les policiers Ces mains rouges avaient été utilisées par des étudiants devant la Sorbonne aussi, Voilà. pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Certes, mais pendant que les policiers enquêtent, vous avez le temps de l'enquête, et puis vous avez le temps médiatique qui, lui, s'est emballé directement, notamment avec les politiques. Les policiers finissent par rendre leur rapport d'enquête, mais il en reste toujours quelque chose. Ça, c'est la déstabilisation. Là, j'appellerais ça, pardon pour le néologisme, de l'intranquillisation. Ça nous a fait un peu sourire lorsqu'on a entendu l'ouverture de l'information judiciaire pour un choc émotionnel, pour violence. Ben oui, mais on est à Paris. À Paris, dès que vous avez un avion qui passe le mur du son, dès que vous avez une explosion accidentelle un peu forte, les Parisiens, ils pensent à 2015, ils pensent attentat. Et donc ça participe de cette... C'est pour ça qu'ils sont poursuivis pour violence oui, morale. et c'est toute une somme de petits travaux de sape, en fait, qui font que... on n'est pas tout à fait à l'aise. Des fois, ça fracture la société française. Des fois, ça l'intranquillise. Encore une fois, pensez aux Parisiens et surtout aux touristes qui sont là-haut, qui voient, mais ce sont des cercueils en bas, il y a quelque chose, enfin tout le monde monte un petit peu dans les tours, et même si les policiers ont fait très vite, et bien voilà, c'est des petites étapes qui viennent se rajouter, et je vous le dis déjà, qui vont s'accélérer, qu'on va avoir de plus en plus, même un niveau très pied nickelé, très grossier parfois, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques. D'accord, mais enfin le niveau pied nickelé, c'est une chose. Il y a bien derrière quand même une tête pensante qui à chaque fois donne l'ordre en disant allez-y, nouvelle opération, relancez la machine, trouvez-moi des gars. On l'a vu notamment pour l'affaire des étoiles bleues qui avait été taguée après le 7 octobre. Effectivement, sur place, c'était plutôt des pieds nickelés. Sauf que qui avait diffusé les premières photos sur Twitter de ces étoiles bleues? C'était des comptes liés à un réseau de désinformation qui est directement contrôlé par le Kremlin via des entreprises de publicité, de relations publiques qui sont installées à Moscou et qui ont pour clients des organismes publics russes. Donc en fait, le lien de désinformation, il était clair. Après, le lien judiciaire, pour savoir qui a donné l'ordre, sachant qu'il y a un nombre d'intermédiaires qui est assez important, il est beaucoup plus difficile à établir. Mais le lien de désinformation, le lien de propagande, il est assez clairement établi. Alors vous avez enquêté justement, Quentin, sur ces réseaux, sur cette guerre secrète. Ce sera à voir ce soir à 20h50. Oui, on a enquêté un petit peu sur ces réseaux et sur justement cette guerre secrète de désinformation qui prend plusieurs formes, mais dont le but est toujours le même, c'est de créer du doute dans le débat français. C'est d'essayer de se dire, est-ce que vraiment la France prend les bonnes décisions? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine? Est-ce que la Russie, est-ce que ce serait pas trop dangereux de s'opposer à la Russie? Et il y a un exemple sur lequel on revient, qui est l'exemple du piratage informatique d'un barrage, ou soi-disant d'un barrage. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Je vous propose de regarder l'extrait. C'est une vidéo postée sur la messagerie Telegram qui a mis en alerte tous les services de l'État. Le 2 mars 2024, la cyberarmée de Russie revendique une attaque informatique contre un barrage en France. Сегодня заглянем на Курлонскую плотину и немного пошалим. Приятного просмотра, друзья. Слава России! Des images de drones du barrage de Courlon-sur-Yonne, en Bourgogne, et des captures vidéo. Les pirates russes se vantent d'avoir pris le contrôle de l'infrastructure via son interface informatique. Ils activent des vannes à distance, agissent sur le niveau de la réserve d'eau et sur la production électrique. Ça, c'est des images qui ont été volées à un photographe amateur qui avait publié des images prises au drone de ce barrage. Donc ils ont juste refait un montage avec la cible, une musique un peu entraînante, et puis très vite en fait, quand on regarde un peu précisément cette vidéo de revendication qui dit on a piraté ce barrage, on se rend compte qu'en fait le nom n'est pas le bon. Dans les vidéos du panneau intérieur qui présente, c'est écrit en bas centrale de Courlandon, qui n'est pas du tout la même ville en France. L'installation piratée est à 115 km plus au nord, à Courlandon, en Champagne.
300 habitants. Et là aussi, on peut penser que c'est des pieds nickelés qu'ils ont raté l'opération, sauf que qui est derrière, c'est APT44, un groupe de hackers très puissant qui est directement lié au renseignement militaire russe. Donc peut-être que le piratage en lui-même n'est pas forcément très impressionnant, il n'y a pas eu de dégâts, n'empêche que... mais ils sont arrivés quand même. Déjà, ils sont arrivés, alors c'est une petite installation, mais ils y sont parvenus, et qui est derrière, et qui est l'acteur qui cherche à pirater nos installations, c'est directement le renseignement militaire russe. Et pourquoi la France est-elle ciblée ainsi par les Russes ? En ce moment, on parle beaucoup de la France en Russie, depuis les déclarations d'Emmanuel Macron, qui dit plus ou moins clairement qu'il va envoyer des hommes en Ukraine. On comprend que pour les Russes, c'est une ligne rouge. Or, en Russie, quand on veut formaliser une ligne rouge, on parle nucléaire d'ordinaire. Et là, ce qu'on comprend, c'est que de plus en plus, il y a d'autres façons de montrer ces lignes rouges, et que ce genre d'action, c'est aussi une façon de montrer aux autorités françaises que pour la Russie, c'est insupportable qu'on mette en avant l'idée que des soldats français, européens puissent être engagés en Ukraine. Donc c'est vraiment une façon de mobiliser l'opinion publique et les politiciens. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait critiqué devant Vladimir Poutine en 2017 l'ingérence russe pendant la présidentielle. Oui, et tout ça a été démenti, et sans doute que ce soir ou demain, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dira « mais ce sont des bêtises, comment pouvez-vous insinuer tout ça ?» Après, moi je dézoome un petit peu, si vous allez en Pologne, si vous allez dans les pays de l'Est, en Suède également, qui est de nouveau membre depuis quelques semaines de l'OTAN, c'est pareil, c'est une guerre hybride immensissime. La France n'est pas la seule ciblée. N'est pas la seule. Alors effectivement, si on regarde par rapport à l'Allemagne, l'Italie, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on est un peu plus en pointe dans le combat contre Vladimir Poutine après avoir été sur du et en même temps. Mais en Pologne, il y a des zones stratégiques qui sont touchées véritablement. La Suède, c'est pareil. Et puis pardon pour la publicité, mais c'est l'objet de notre podcast avec Paul Gogo dans l'œil de Moscou. On s'est intéressé à ce qui se passe en Géorgie, avec une ingérence complète de la Russie, des choses qu'on n'avait jamais vues, c'est-à-dire on s'ingère totalement dans le Parlement et on fait voter des lois russe, c'est-à-dire la loi sur les agents étrangers, totalement calquée sur la loi russe, qui fait que vous pouvez de façon totalement arbitraire dire vous êtes agent d'étranger, vous l'êtes, vous êtes des opposants, et on vous met au rebut de la société. C'est valable dans un État qui n'est pas très solide comme la Géorgie, mais ils utilisent toute la palette de ce qu'ils peuvent avoir, des informations, déstabilisation, attaques sur des emprises stratégiques dans d'autres pays, ou alors carrément on change les lois d'un petit pays. Ce matin, si vous suivez BFM TV, vous avez pu voir la manière dont c'est commenté par la revue Arcadie notamment. Comment est-ce que cet incident, ou plutôt ces cercueils de la Tour Eiffel, sont perçus? Vous regardez, c'est très éclairant. Moi, je parlerais d'ingérence low cost. Mais c'est pas parce que c'est low cost que c'est pas efficace. Parce que non seulement on en a parlé en France, mais on en a parlé en Russie. Il y a 7 ou 8 médias qui ont présenté ça comme une performance artistique. C'est-à-dire que c'était un vocabulaire, performance, exposition, prestation, manifestant. Et là, il y a un message qui est derrière. Ça consiste à dire, les Français aiment bien critiquer la Russie en disant que nous, on est méchants avec les artistes, qu'on les emprisonne, mais regardez ce qu'ils font avec des performeurs. Voilà, donc en fait, c'est la France censure des artistes, quoi, en fait, c'est ça. Exactement, bon, c'est une attitude qu'on connaît en Russie, qui tente toujours de renvoyer la balle et de créer des contradictions quand elles n'existent pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'expliquer aux Russes que la France, par exemple, n'est pas plus démocratique que la Russie. Et quand là, ce débat n'a pas lieu d'être, parce que ce sont évidemment pas des artistes russes maltraités qui ont été arrêtés samedi, eh bien, on crée l'information et peu importe, certains vont y croire. D'autres sont très bien conscients que ce sont certainement les services russes qui sont derrière et seront certainement surexcités de voir que la Russie est capable de frapper quasiment sous la Tour Eiffel. Et pour le Kremlin, c'est gagnant dans tous les cas. Mais est-on suffisamment armé pour faire face à cette ingérence? On a parlé également de l'affaire des punaises de lit qui aurait été montée en flèche par les Russes et qui a semé la panique dans les cinémas français l'année dernière. On fait tout pour, mais je rappellerai quand même que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, on ne peut pas tout. C'est sans doute plus facile dans un état autoritaire comme la Russie de totalement fermer. En tout cas, on ne fait pas preuve de naïveté maintenant, on sait que ça existe. Non. Et ça reste quand même le principal risque. Il y a le risque terroriste. Évidemment, on pense tous aux Jeux Olympiques. C'est ça qui nous amène. Parce on pense aussi à des hackers qui pourraient... Oui, bien sûr, mais ça fait vraiment partie, c'est le gros du boulot.
la lutte antiterroriste, la lutte anti-drone, qui est pas forcément la même d'ailleurs, ça peut être des drones qui viennent d'ailleurs, c'est pas forcément des djihadistes, et la lutte contre la désinformation, parce qu'encore une fois, calomnier, c'est vieux comme le monde ou presque, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Quentin Boyer. Et là-dessus, la doctrine française a légèrement changé. Jusqu'ici, la France ne disait pas grand-chose. Depuis un an à peu près, on a vu les ministres des Affaires étrangères différents s'exprimer là-dessus. Il y a Viginum, ce service de l'État qui est là pour détecter, notamment sur Internet, les ingérences étrangères, qui rend des rapports, qui fait des affichages publics. Donc et on communique maintenant. Qui dit, voilà, ça on sait que c'est les Russes qui nous ont attaqués. On fait savoir. On dit, on vous voit, on n'est pas dupes. Voilà, et c'est à suivre ce soir si vous êtes passionné par cette ingérence, cette guerre secrète, les ingérences russes. C'est Ligne Rouge inédit à 20h50 ce soir, à suivre bien sûr sur BFM TV. On va mettre celle du matin. Je crois que c'est celui de quel, ouais. C'est lequel? C'était hier. Page 2 peut-être. Non, il n'y a pas. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Laissez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne. Activez la cloche. Activez la cloche. Abonnez-moi à ma chaîne. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.